Bienvenue à tous. Heureux de vous retrouver dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Haiphong. Je suis accompagné de Charmine Narwani, rédactrice en chef et chroniqueuse à The Cradle. Charmine, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis tellement heureux d'être ici pour discuter de tout ça. Qui l'aurait jamais cru? Oui, il faut qu'on s'y mette tout de suite, tout le monde. Alors, appuyez sur le bouton « J'aime » en arrivant, car ça aide à faire connaître l'émission. Commençons par les frappes croissantes de l'Iran contre Israël. Il y a eu beaucoup de rapports au début, Charmine, quand tout cela a commencé, le 28 février, indiquant que l'Iran adoptait une approche plus diversifiée, ce qui est vrai, en visant principalement les actifs militaires américains dans les pays du Golfe. Mais Israël a reçu une riposte sévère. Ces derniers jours, surtout pendant la nuit, je crois qu'un décompte très prudent fait état d'environ 60 missiles ayant survolé Tel Aviv, le centre d'Israël et les zones environnantes. Je vais simplement passer quelques vidéos pendant que tu réagis. L'Iran a dévoilé des munitions à sous-munitions qui ont été aperçues survolant Israël. En substance, ce missile ne peut absolument pas être intercepté. Et Israël, bien sûr, s'en est plaint, car les dégâts ont été dévastateurs. Voici les scènes après l'impact des missiles. Les Israéliens eux-mêmes ont contourné la censure. Beaucoup de gens, certains ne le savent peut-être pas, Israël censure fortement ses citoyens et les soi-disant journalistes pour les empêcher d'enregistrer de telles images, ainsi que les journalistes occidentaux. Je vais simplement montrer l'un de ces reportages, ou peut-être que nous pourrons diffuser les deux avant ta réaction. En voici un. Voici ce qu'il reste d'un immeuble résidentiel ici à Tel Aviv, après qu'un missile balistique, un missile iranien, l'a frappé. Il s'agissait d'un tir d'environ 20 missiles balistiques, tous visant différents quartiers civils en Israël. Heureusement, la population israélienne fait preuve de résilience et suit les consignes du commandement du front intérieur. Et heureusement, pour autant que nous le sachions pour l'instant. Ils disent qu'il n'y a pas de victimes. Mais nous savons qu'Israël n'est pas très fiable pour tenir ses comptes, Charmine. Et en voici un autre. Voici les débris d'un missile balistique lancé par le régime iranien. Ce que vous voyez, c'est un immeuble résidentiel à Bat Yam, ou ce qu'il en reste, après qu'un missile balistique l'a directement frappé. De nombreuses personnes ont été tuées, des centaines ont été blessées, et derrière moi, des soldats fouillent maintenant les décombres pour tenter de retrouver les corps. Ils tirent des roquettes sur des bâtiments civils. Alors, karma, Charmine, mais cela montre de plus en plus, et je vais simplement le montrer, qu'il frappe en profondeur. L'Iran frappe même jusque dans les territoires occupés de Cisjordanie. Je vais le montrer ici. C'est un impact qui a été observé très en profondeur. Les défenses aériennes en Israël semblent s'épuiser très rapidement. Le dôme de fer n'est pas conçu pour cela. Alors, Charmine, qu'as-tu pensé, au cours de la dernière journée, de la riposte de l'Iran? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus significatif, alors que nous entrons maintenant dans plus d'une semaine de cette guerre? Je veux dire, le discours américain, comme nous l'avons entendu hier de la part du secrétaire Hagstaff, du chef du CENTCOM et d'autres, c'est que nous infligeons de lourds dégâts à l'Iran. Nous avons éliminé la majorité de leurs lanceurs de roquettes et leurs lanceurs de drones. Mais enfin, comment sauraient-ils cela? Comment pourraient-ils même connaître ce chiffre? Vous savez, l'Iran fait 1,6 million de kilomètres carrés, d'immenses zones montagneuses, désertiques, d'autres terrains difficiles. Comment pourraient-ils le savoir? Désolé, Danny, peux-tu mettre l'écran partagé? Ça m'aide à mieux me concentrer. Il faut que je voie YouTube, sinon j'ai juste l'impression de parler à l'écran. Merci.
Je veux juste souligner quelque chose avant qu'on entre dans le vif du sujet. Les gens disent que les Israéliens ont contourné leurs censeurs. Je n'y crois pas. L'une des femmes qui expliquait les dégâts et la destruction derrière elle semblait porter un uniforme militaire. Je pense, et c'est un peu fou, qu'ils laissent les gens montrer les dommages civils dans l'espoir que les gens croient que les Iraniens sont des monstres, des tueurs d'enfants. Franchement, je ne sais pas dans quel univers leur esprit évolue, mais tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, là où ces vidéos sont publiées, c'est des commentaires du genre « bien fait » ou « ah ah ah, vous croyez qu'on va pleurer pour ça ?» En ce qui concerne la situation dans son ensemble, je veux dire, j'ai aussi des sceptiques autour de moi qui s'inquiètent du fait que l'Iran soit frappé, car nous voyons bien sûr des vidéos montrant l'ampleur de la destruction civile et des infrastructures, notamment à Téhéran. Et vous savez, cela semble horrible et généralisé. J'ai vu un échange, excusez-moi, sur les réseaux sociaux où quelqu'un disait « Combien de temps l'Iran peut-il supporter cela ? Combien de temps pouvons-nous le supporter nous-mêmes ?» Et l'un de nos rédacteurs à The Cradle a répondu « Avez-vous entendu parler de la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans ?» Et cela a replacé les choses dans leur contexte. Nous parlons ici, nous en sommes au 7e jour. Les Iraniens ont supporté cela pendant très très longtemps. À l'époque, les Irakiens s'étaient menés par l'Occident et par les pays du Golfe que l'on pouvait imaginer à partir d'un Kavakin, et ce pendant 8 ans. Et l'Iran n'avait pas un seul missile. Pour eux, ce moment-là, c'était plus jamais ça. Ils ont dit, nous allons chercher à acquérir la technologie des missiles. Si personne ne veut nous vendre d'avions, nous construirons ces engins nous-mêmes. Nous créerons un programme aérospatial, un programme de drones, et ainsi de suite. Donc je pense, je déteste le dire, mais je pense qu'ils en sont capables. Ils ont vécu cette guerre de 8 ans. Je me souviens que dans les villes, chaque nuit, tout le monde devait éteindre les lumières pour que la ville soit complètement plongée dans le noir, afin que les Irakiens n'aient pas de cible. C'était terrible. Ils ont vécu comme ça pendant des années. La population de l'Iran a doublé pendant cette période. Évidemment, pas de lumière la nuit. Vous savez, les gens plaisantaient à ce sujet, tu es un bébé de la guerre Iran-Irak, mais ils ont vécu bien pire que cela. Alors voilà, de mon point de vue, pour ceux qui s'inquiètent que l'Iran ne puisse pas tenir, c'est pas le cas à mes yeux, certainement pas d'après ce que j'ai vu pendant la guerre de 8 ans. Mais l'autre chose que j'entends souvent, c'est pourquoi l'Iran ne frappe-t-il pas Israël? Mon Dieu, ce ne sont que quelques missiles, pas cette énorme salve de 100 missiles, juste 2. Bien sûr, 2 missiles extrêmement dévastateurs, chacun comportant une sorte de sous-munition en grappe, environ 80. Mais selon moi, eh bien Israël ne peut pas survivre sans les États-Unis, n'est-ce pas? Donc d'abord, on détruit les yeux et les oreilles des États-Unis. Vous détruisez leurs bases militaires. Vous détruisez leurs voies d'approvisionnement vers d'autres pays. S'il faut frapper des ports, s'il faut frapper des aérodromes, n'est-ce pas? Là où les avions militaires américains arrivent régulièrement, s'il faut frapper les lieux où le personnel militaire américain séjourne, même des endroits comme les hôtels où les troupes passent leur nuit. L'Iran frappe systématiquement l'ensemble des actifs militaires américains et même des actifs partagés avec les pays du Golfe. Ils ont abattu les plus gros drones. Enfin, quelqu'un aujourd'hui se réjouissait qu'ils aient abattu un énorme radar en Jordanie, qui surveillait la Syrie et le Liban depuis si longtemps. Les gens au Liban s'en réjouissaient. Et vous savez ce que les États-Unis doivent faire pour contrer cela, ce que les Israéliens doivent faire pour contrer cela, c'est trouver les lanceurs en Iran.
Ils ne cherchent même plus à détruire les missiles ou les installations de production de missiles. Ils s'en prennent désormais aux lanceurs, ce qui est tout à fait logique. Mais comment vont-ils les trouver, Danny? Comment? Tu sais, j'ai lu quelque chose qui est arrivé sur mon bureau il y a quelques minutes, c'est d'Alan Mizrahi, un journaliste israélien. Et si je peux juste lire les premières lignes, il dit « Nous sommes témoins de l'histoire. L'Iran, à la surprise générale, endommage les bases américaines de manière si complète, si étendue et si décisive que le monde n'est pas prêt à le voir. En 4 jours, l'Iran a réussi à étendre la portée de sa domination militaire dans la région et a détruit les bases, les ressources et les équipements militaires les plus précieux et les plus coûteux du monde entier. Les bases américaines à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et en Arabie saoudite, ce sont des atouts qui ont coûté des milliers de milliards à construire sur plusieurs décennies. Nous parlons d'une part majeure des dépenses militaires de plus de 30 ans qui part en fumée en seulement quelques jours. Et voilà le tableau. Malgré ce que dit le secrétaire Hegseth, malgré ce que dit le chef du commandement central ou le président des États-Unis, il est très clair pour tout le monde ce qui se passe. En dehors de l'aspect militaire, il se passe tout autre chose. L'impact économique, financier et logistique de tout cela. Je lisais justement un article affirmant que personne n'en parle, mais que Dubaï n'a plus que 10 jours de réserves alimentaires. Ce n'est pas quelque chose que le gouvernement iranien souhaite voir arriver. Mais c'est un peu comme la manière dont les Américains ont assiégé pays après pays, n'est-ce pas? Le Yémen, le pays le plus pauvre, assiégé depuis des années. Cuba maintenant. Quel est votre problème avec Cuba, franchement? Il n'y a aucune menace imminente venant de Cuba. Les affamés, essayez de faire la même chose avec le Venezuela, avec tout adversaire. Et il ne s'agit pas seulement de nourriture, c'est aussi l'eau. C'est évidemment leur capacité à gagner de l'argent, car le pétrole et le gaz, les produits pétrochimiques, les engrais, c'est le pain et le beurre de beaucoup de ces États. Et nous avons vu, évidemment, les prix de ces matières premières s'envoler à l'échelle mondiale. Puis nous avons entendu le Japon dire, il y a seulement quelques jours, qu'il pourrait devoir vendre plus de 600 milliards de dollars d'ETF américains afin d'obtenir les liquidités nécessaires pour sa population. Mais aujourd'hui, hier et avant-hier, nous avons entendu de la part des États du Golfe Persique cette idée selon laquelle ils pourraient devoir retirer leurs investissements, vous savez, les investissements que Trump voulait, et les contraindre à subvenir aux besoins des États-Unis. Étant donné les véritables vaches à lait que sont ces pays du Golfe, ils pourraient devoir retirer des milliers de milliards de dollars de l'économie américaine. Va-t-il les laisser faire? C'est une autre question. S'il ne le fait pas, plus personne ne fera confiance à quoi que ce soit aux États-Unis, à rien de ce qui est lié au dollar américain. En ce moment, tout l'écosystème de l'ordre financier dirigé par les États-Unis, ou plutôt du désordre, s'effondre sous nos yeux. Et tout cela revient au fait que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et a appliqué cette mesure de manière très légère. Il a touché quelques navires qui ont essayé, n'est-ce pas? Si l'on veut, l'Iran contrôle désormais les ressources énergétiques mondiales. C'est robinet ouvert, robinet fermé, robinet ouvert, robinet fermé, vous voyez, comme un robinet. Mais cela est lié aux marchés financiers mondiaux et à l'économie mondiale. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de pétrole et de gaz qui y transitent. Il s'agit de nourriture, de matières premières nécessaires à la vie, n'est-ce pas? Allumer, éteindre. Et cela, en soi, est une raison pour de nombreux pays de pousser les États-Unis à arrêter la guerre, non?
les Américains disposent d'un autre levier de pression, à savoir la destruction de toute leur infrastructure militaire dans cette région. Mais ce n'est pas tout. Danny, désolé, je parle trop. Il y a aussi un troisième élément à cela. Comment les États-Unis ont-ils conservé leur hégémonie? En grande partie grâce à des démonstrations de force et à une projection de puissance à travers des gros titres incessants, des menaces, de la coercition et des sanctions, n'est-ce pas? Comme les sanctions, etc. On pourrait dire que l'Iran a du jour au lendemain détruit le régime des sanctions secondaires américaines. Le département du Trésor des États-Unis a été contraint aujourd'hui d'accorder à l'Inde une prolongation de 30 jours pour l'achat de gaz russe. Cela devra être le cas pour tout le monde. La Russie a essayé pendant 4 ans d'y parvenir. L'Iran l'a fait en 6 jours. Vous savez, en 6 jours. Que peut-on faire à propos des sanctions secondaires? Maintenant, ils s'en moquent. Ils ont besoin de carburant pour faire tourner leurs économies. Mais le plus important, et voici un quatrième élément, désolé, c'est ce que cela fait au pouvoir des États-Unis. Cette idée que seuls les États-Unis peuvent vous protéger. Et je ne parle pas seulement des pays du Golfe Persique, mais aussi des alliés d'Asie de l'Est, comme la Corée du Sud et le Japon. En un seul coup, non seulement toute l'infrastructure militaire américaine est détruite dans ces États alliés du Golfe Persique, mais les États-Unis sont incapables d'empêcher quoi que ce soit. Oh, nous avons intercepté certaines choses. Eh bien, devine quoi? Ta maison brûle toujours, tu sais. Mais cela a aussi poussé le Golfe Persique à se demander si cela valait encore la peine d'avoir des bases américaines là-bas. Plus jamais. Et ils ont remarqué que les Américains, lorsqu'ils essayent de récupérer davantage d'intercepteurs et de radars plus loin pour les utiliser dans cette guerre, les dirigent vers Israël, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une telle humiliation pour les pays arabes qui se sont opposés à Gaza, ou même qui sont simplement restés silencieux face au génocide, à tout ce qu'Israël et les États-Unis ont fait dans cette région, pour finalement se faire donner un coup de pied par les États-Unis. Oui, non, je veux dire, c'est considérable. Et Charmaine, les gens le minimisent. On le voit partout sur les réseaux sociaux, et bien sûr dans les médias dominants occidentaux. L'Iran, en particulier sa riposte envers Israël. Parce que l'Iran considère Israël, à juste titre selon moi, comme une immense base militaire, un grand centre d'opérations avancées. Et Israël, en tant que colonie, utilise ce qu'il prétend être des boucliers humains. L'ensemble de la population de colons est en réalité installée directement sur l'infrastructure militaire israélienne. Donc, les gens tournent en dérision ce type de riposte, où ils tirent essentiellement sur Tel Aviv et provoquent des dégâts assez importants. Mais il y a cet aspect économique que tu as mentionné, Charmaine, que les gens ne perçoivent pas autant. Certains rapports indiquent que l'économie israélienne perd environ 2,1 milliards de dollars par jour. Parce que, tu sais, quand on voit des choses comme ça, Charmaine, c'est un dommage considérable. Et cela se produit plus d'une fois par jour. Cela arrive maintenant 50, 60 fois, avec d'énormes tirs de missiles dirigés vers Israël. Et même si Israël en intercepte un tiers, la situation se dégrade de jour en jour. Ce type de dégâts cause de réels problèmes, et là on ne parle que d'Israël. Et tu l'as mentionné, je peux montrer un graphique, l'Iran frappe partout. L'Iran a frappé partout. Il a essentiellement touché chaque pays qui possède une installation militaire américaine. Voilà, d'accord, ça ne me laisse pas faire, voilà. Chaque pays ayant une base militaire américaine a vu ses installations attaquées, et cela a un impact économique. Le Qatar a coupé le gaz. Le Qatar a coupé le gaz. Combien de temps cela peut-il vraiment durer avant que le Qatar ne se retrouve dans une crise majeure? Sans parler de l'Europe, qui dépend à un degré énorme du gaz qatari. Bref, je te rends la parole, Charmaine.
Je ne suis pas tellement inquiet qu'Israël soit complètement anéanti en ce moment. Comme je le disais plus tôt, je soutenais que l'armée américaine est en réalité ce qui soutient Israël. Israël ne fait rien sans l'aide ou le soutien de l'armée américaine, c'est-à-dire à ses côtés ou derrière elle. Il faut neutraliser les moyens militaires américains. Les avions israéliens ne peuvent pas atteindre l'Iran sans ravitaillement en vol. Si l'on élimine autant que possible le matériel, alors Israël devient essentiellement une cible immobile, et on peut en faire ce qu'on veut. Donc je pense que tout se résume à la question suivante: quel est l'objectif le plus important? Quelle est la plus grande prise? Je ne sais pas. Peut-être le retrait définitif des bases américaines de la région. N'oublie pas, beaucoup de gens dans cette région considèrent Israël comme la plus grande base avancée des États-Unis dans le monde, d'accord? Gardez le meilleur pour la fin. Je ne sais pas. Alors les Iraniens ont ce truc qu'on appelle le tahdig, Dani. C'est quand ils font cuire le riz dans un cuiseur et qu'il y a cette couche épaisse et croustillante au fond. Je ne sais pas si tu as déjà goûté ça, mais les enfants en Iran se battent pour en avoir, d'accord? Et il y a des gens, on dit que tu es du genre tahdig d'abord, tu sais, le genre de personne qui mange son tahdig en premier dans son assiette ou celui qu'il garde pour la fin. J'ai toujours pensé que les meilleures personnes sont celles qu'il garde pour la fin. Israël, c'est le tahdig, tu vois, dans ce cas. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte ce qui se passe avec Israël, qui ouvre maintenant un front de guerre contre le Liban, comme ça, sans prévenir. Et non, il s'avère que le Hezbollah n'a pas provoqué cette attaque. Je crois que le chef de l'état-major israélien a dit hier qu'ils allaient lancer une attaque à grande échelle quelques jours plus tard, ce que le Hezbollah affirme avoir su, et qu'ils ont donc décidé de la devancer. Je trouve que ce qui se passe là-bas est insensé. Si vous étiez bombardé de cette façon, ouvririez-vous un autre front de guerre? Je ne comprends pas comment ils réfléchissent. Vous savez, je parlais avec de jeunes gens qui disaient « Cela n'a aucun sens sur le plan militaire », alors qu'ils ne connaissent rien à la stratégie militaire. Ouvrir littéralement un nouveau front de guerre. Bien sûr, ils pensaient que le Hezbollah était tellement épuisé et affaibli qu'ils ont fini par croire à leur propre propagande. Ils l'ont vraiment fait. Et il y a des aveux à ce sujet. Continue, je vais aussi retrouver l'aveu. D'accord, parce que se passe-t-il? Tout à coup, à leur immense stupéfaction, en dehors du fait que le Hezbollah envoie des missiles, des drones et des roquettes par-dessus la frontière à tout va, on voit des troupes du Hezbollah revenir au sud du fleuve Litani, empêchant les Israéliens d'avancer d'un pouce. Et je dis cela parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'un an, avant que le cessez-le-feu ne soit déclaré, il y a eu cette horrible attaque terroriste de Pagé, suivie le lendemain de l'attaque des Talkies-Walkies, il y a eu l'assassinat de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, et vous savez, les Israéliens et d'autres pensaient que toute leur structure de commandement s'effondrerait. Mais en réalité, à la frontière avec Israël, les forces spéciales du Hezbollah, en particulier les forces Radwan, empêchaient les Israéliens de prendre ne serait-ce qu'un pouce de territoire. Ce n'est que le cessez-le-feu qui a permis aux troupes israéliennes d'entrer. Avant cela, elles ne pouvaient pénétrer que pour de brèves embuscades avant de se replier de l'autre côté de la frontière. Et cela, après toutes les atrocités commises contre le Liban et contre la résistance. Aujourd'hui encore, nous voyons des troupes du Hezbollah au sud du Litani faire la même chose. C'est extraordinaire. En même temps, toute la population du sud et de la banlieue sud de Beyrouth a été déplacée. Je crois qu'un des ministères libanais a déclaré aujourd'hui qu'il s'agissait de 500 000 personnes. Et cela s'est produit littéralement du jour au lendemain.
Je voyageais à l'étranger quand j'ai reçu un appel d'un ami à moi qui y avait déjà séjourné. Quand les ennuis ont commencé, il m'a simplement dit « Il est 4 heures du matin, il faut bouger maintenant. As-tu une chambre ?» Et c'était littéralement tout le sud. Pour certaines personnes, il a fallu 16 heures de route. La circulation était tellement dense. Et le gouvernement libanais, on entend dire qu'il abrite des gens, qu'il fournit des refuges. Mais les manigances qui se déroulent au Liban en ce moment, Dani, c'est écœurant. Tu as des gens, tu as le chef. Bon, donc les forces libanaises, c'est une milice chrétienne d'extrême droite et un parti politique. Les Maronites. C'est comme ça qu'on les appelle? Oui, mais tous les Maronites ne sont pas comme ça. Je connais des Maronites qui aiment le Hezbollah, tu sais. Quand je suis allée au Liban pour la première fois en 2009, je logeais chez une famille à moitié syrienne et à moitié chiite dans la banlieue sud, et ils détestaient le Hezbollah. Et la personne qui m'accompagnait dans les camps de réfugiés palestiniens était une femme chrétienne maronite qui adorait Hassan Nasrallah. Donc tu vois, j'ai compris que le Liban n'est pas simple. On ne peut jamais vraiment en saisir toute la complexité. Mais ce type, qui est en gros le directeur de la plus grande chaîne de télévision pro-américaine ou pro-occidentale du Liban, a déclaré à la télévision nationale « J'ai des rapports selon lesquels le Hezbollah cache des armes dans cet hôpital à Binjbeil. » C'est une ville du sud du Liban, très favorable à la résistance. Il a dit cela à la télévision nationale comme pour donner aux Israéliens, tu vois, la liberté de faire exploser un hôpital. Vous savez, je veux dire, la trahison de ces gens, ils devraient littéralement être pendus. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi. Vous savez, quand Hassan Nasrallah était en vie en 2006, cela s'est produit, il est sorti après la victoire et a dit à tous les Libanais « Vous n'avez pas le droit, même ceux qui voulaient se venger pour des membres de leur famille, tués. » Beaucoup de Libanais ont été tués pendant cette guerre, et beaucoup l'ont été. Pardon, je veux dire pendant la guerre civile, pas en 2006. Beaucoup d'entre eux ont été tués par des collaborateurs libanais qui ont ensuite fui de l'autre côté de la frontière vers Israël. Et il a dit, vous n'avez pas le droit de toucher un seul cheveu de la tête des membres de la famille des collaborateurs. Nous avons un système de justice. Vous les remettez aux autorités, et c'est tout. Et c'était tellement noble. Mais parfois, je pense que beaucoup de gens se sentent frustrés par genre d'actes bien disciplinés. En ce moment, nous assistons à une grande trahison. Les Israéliens n'ont pas encore lancé les grandes frappes, dans le sens où je pense qu'ils ont été surpris par les troupes de résistance et leur détermination. Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, la question que posent les Libanais, pourquoi l'Iran ne frappe-t-il pas Israël plus durement? Je pense qu'Israël est la tactique gardée pour la fin, ou plutôt pour la prochaine étape. Et cela pourrait se produire à tout moment, et je pense que ce sera absolument brutal. Je crois que l'Iran a montré dès le départ ce qu'il ferait, à savoir viser des cibles civiles, des infrastructures civiles. Tout était sur la table, et c'était le point le plus important. Il a résisté à 3 grandes opérations précédentes contre Israël. Il s'est limité à des cibles militaires uniquement et très peu. Mais cette fois, c'est une question existentielle. Oui, c'est en effet existentiel. Et tu sais, la situation, je pense que la stratégie est assez claire. L'Iran ne cherche même pas à le cacher. Ils disent qu'ils épuisent tous leurs très vieux missiles, ceux qu'ils n'ont même pas utilisés pendant la guerre de 12 jours. Certains datant de plus de 10 ans. Ils vont tous les lancer. Je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient presque fini de les lancer, et que dans les prochains jours, ils commenceraient à utiliser des armes plus avancées, totalement impossibles à intercepter. Mais je pense que le grand problème auquel Israël est maintenant confronté, et en réalité toute la région aussi, c'est que leurs intercepteurs de défense vont disparaître. L'Iran en a déjà touché 2. Tu as mentionné le radar, je vais le retrouver.
Ils ont frappé le radar THAAD, ce qui constitue un développement immense que vous, à The Cradle, aviez rapporté. Ils ont détruit ce radar THAAD avancé en Jordanie. Je crois qu'il n'existe qu'environ 11 systèmes d'interception de missiles THAAD dans le monde entier pour les États-Unis, et l'Iran, je pense, en a déjà détruit 2 dans la région. Israël, je crois, en possède un, et il continue d'être visé. Il y a donc un gros problème ici, Charmine. Dans les jours à venir, avec ces yeux hors service, il sera très difficile d'intercepter. Nous avons vu, pendant la guerre de 12 jours, ce qui s'est passé. Israël a dû dire « Il faut que cela cesse ». Qu'est-ce qui pourrait être différent maintenant, Charmine? C'est la même situation, sauf qu'elle est pire, car désormais, ces couches de défense qu'Israël et les États-Unis pensaient avoir sont en train d'être éliminées par les tirs de missiles iraniens. Oui. Je pense que c'est la raison, depuis de nombreuses années maintenant, pas seulement depuis qu'Israël a constaté les capacités de l'Iran lors de l'opération True Promise 1, qu'Israël ne s'est en réalité pas beaucoup soucié de la question nucléaire. Il voulait s'en prendre à l'Iran en utilisant la stratégie de communication populaire, consistant à présenter cela comme une affaire d'armes nucléaires, mais en réalité, c'est le programme de missiles qui était la véritable priorité. Parce qu'il n'existe tout simplement aucun intercepteur au monde pour le missile Khorramshahr, par exemple, ni pour les armes hypersoniques iraniennes ou tout le reste. Les choses que nous n'avons même pas encore vues, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, je ne comprends pas comment les États-Unis peuvent adopter une posture aussi confiante à ce sujet. Vous savez, je regardais et je me disais, waouh, voilà comment fonctionne la manipulation. Dans le brouillard de la guerre, quand on parle avec assurance, c'est presque suffisant pour que tout le monde dise « D'accord, tout va bien, tout va bien ». Vous voyez, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les Israéliens, si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment, les amis, d'accord, les Américains qui regardent ceci, allez voir les médias hébreux. Oui, littéralement. Les Israéliens savent comment paniquer, ça c'est sûr. Ils savent comment paniquer, ils sont pas contents et ils se tapent dessus. C'est assez horrible. Donc oui, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Je veux dire, détruire les radars, détruire les intercepteurs. Ça n'a même pas d'importance, tu vois. Les radars, c'est très important parce que tu veux les aveugler. Tu veux aveugler ton ennemi. Et c'est quelque chose de très, très important à faire dans les premiers jours de n'importe quelle guerre. Quelle part de tout cela a été détectée grâce à une aide étrangère derrière l'Iran? Je ne sais pas. Je ne suis même pas sûre d'adhérer à l'idée que l'Iran reçoive d'excellentes informations satellitaires ou visuelles de la part des Chinois, parce que, franchement, pourquoi penser que l'Iran n'aurait pas pu développer cette capacité lui-même? Les Chinois ont peut-être permis cela, puisque l'Iran dispose d'un programme aérospatial et lance des satellites dans l'espace, censés tout observer, mais je suis certain que comme pour tout ce que fait l'Iran, il y a du sabotage et des restrictions sur ce qu'ils peuvent réellement en faire. Donc, oui, je pense que pour l'instant, les choses avancent. Enfin, Danny, où en étions-nous vendredi dernier? Ouais. Le monde a changé. Mais ce que nous regardons aujourd'hui, parce que nous sommes en Asie de l'Ouest, et que nous en avons ras-le-bol de ce qui se passe, d'accord? Je veux dire, nous sommes en colère depuis le 7 octobre 2023. Très bien. C'est un tweet que nous avons publié aujourd'hui. Je te l'ai envoyé, toi, le pilote furtif américain. Ah, d'accord. Oui, je vais afficher ça. Un pilote furtif américain ayant décollé de la base aérienne d'Ovda en Israël a oublié d'éteindre son émetteur en route vers l'Iran et a été détecté au-dessus de l'Arabie saoudite.
L'information a été rapportée par le correspondant de Cannes, Itai Blumenthal. Les médias israéliens en parlent et ils citent Flight Radar 24. Cela est survenu juste après que les Iraniens ont publiquement remercié l'Arabie saoudite d'avoir promis de ne pas autoriser l'utilisation de son territoire ou de son espace aérien pour des attaques pendant la guerre. Maintenant, le fait est qu'ils citent Flight Radar. Cela signifie que tout le monde peut le voir. C'est fou. C'est fou. Vous savez, dans le monde de la diplomatie régionale, on ne veut pas être pris en flagrant délit de mensonges déshonorants. Le langage de la diplomatie dans cette région, c'est « mon frère, mon frère ». Vous êtes des ennemis virtuels, mais vous continuez à parler ainsi. « Mon frère ». Les Iraniens ont remercié leurs frères d'Arabie saoudite, hier encore. Et n'oubliez pas, tous ces pays du Golfe, avant tout conflit cinétique réel, avaient déclaré des choses comme « Nous n'allons pas permettre que notre territoire ou notre espace aérien soit utilisé ». Et ensuite, nous avons vu des missiles américains être lancés depuis un lanceur terrestre dans le Golfe. Donc vous savez, ce discours du type « mon frère » ne va pas durer longtemps avec les Iraniens. Il va falloir étouffer cela dans l'œuf dès maintenant, et il se pourrait que nous voyions certaines cibles saoudiennes visées dans les prochaines 24 heures à cause de cela. C'est complètement amoral. Et cela montre qui est vraiment aux commandes lorsqu'il s'agit de ces pays du Golfe. Ce ne sont pas les soi-disant gouvernements souverains des monarchies, c'est les États-Unis. Et nous le voyons très, très clairement à mesure que cette guerre se poursuit, Charmaine. Oui, mais à mesure que ce genre de choses sort, je suis sûre que les Américains font pression là-bas. À un moment donné, cependant, ces dirigeants vont dire non aux Américains, très clairement. Ils devront le faire, sinon ils ne survivront pas. Oui, ils auront le plein soutien de leurs citoyens pour dire non aux Américains. Je ne me souviens plus de quelle guerre il s'agissait. C'était la première guerre d'Irak, quand il y avait tant d'animosité en Arabie saoudite envers les troupes américaines et je crois envers les femmes américaines en uniforme, qui se promenaient ainsi à découvert en Arabie saoudite que les Saoudiens ont dû expulser les bases américaines du pays. Puis elles sont revenues discrètement un peu plus tard. Donc ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de précédent. Mais en ce moment, les Saoudiens ne peuvent pas faire valoir qu'ils ont besoin de la protection américaine contre l'Iran, car c'est l'inverse. Les États-Unis attirent l'Iran sur le territoire saoudien. Yeah, well, I wanted Charmaine to talk to you about this contrast. Oui. Eh bien, je voulais que Charmaine te parle de ce contraste entre la manière dont les États-Unis disent que les choses se passent et ce que nous voyons comme preuve claire qu'il y a beaucoup de confiance en Iran, non seulement à propos des représailles, mais aussi sur la direction que prend cette guerre. Maintenant, il ne s'agit pas bien sûr de minimiser le fait qu'il y a des victimes civiles. Les États-Unis et Israël font ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire viser les écoles, les hôpitaux, viser les infrastructures civiles, parce qu'ils espèrent, tant les États-Unis qu'Israël, que l'Iran finira par céder. Maintenant, je veux d'abord diffuser cette vidéo de la Maison-Blanche, complètement déséquilibrée, qui fait essentiellement la promotion du conflit en Iran, et tu verras exactement pourquoi je la qualifie de déséquilibrée. Réveille-toi, Danny. Bienvenue chez vous, monsieur. Force et honneur. Force et honneur. Que ferez-vous sans libérer? Franc-tireur au combat. Terror Kazis, Kepaib. Terminez ce combat. Ouais, je crois bien que je suis de retour. Je suis ici pour me battre vérité et la justice à la manière américaine. Je suis le danger. Il est temps de découvrir, effort maximal, le voilà. Il s'agit donc d'un communiqué de presse officiel de la Maison-Blanche destiné à promouvoir ce qu'ils affirment être, comme on a pu le voir à travers ce mélange de célèbres films et séries hollywoodiens,
leur effort pour en finir avec l'Iran, et que tout se déroule exactement comme prévu dans ce soi-disant combat pour la liberté. Et maintenant, CNN, Charmaine est actuellement en Iran, ils ont été autorisés à venir filmer et ils ont proposé une interprétation différente de ce qui s'y passe, qui, à mon avis, mérite d'être soulignée. Interpretation of what's happening in Iran right now that I think should be noted. Petite pause café en route. Nous conduisons depuis plusieurs heures et nous avons remarqué quelques points. Premièrement, tous les magasins sont ouverts. Ils sont très bien approvisionnés, même en produits frais comme les fruits et les légumes. Le café, évidemment, est aussi disponible. Et puis les stations-service, il n'y a pas de longue file d'attente. Le carburant semble facilement disponible et on ne voit aucun signe de panique nulle part. Je pense que ça va choquer les fauteurs de guerre américains et israéliens. Et je pense que, pour conclure cette discussion, Charmaine, nous avons aussi entendu, bien sûr, il y a eu des rumeurs concernant une incursion ou une invasion kurde soutenue par les États-Unis en Iran, une offensive terrestre avec des troupes au sol. Les États-Unis ont même évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'envoyer des troupes terrestres en Iran. Eh bien, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a été interrogé à ce sujet sur NBC, et voici sa réponse. Une invasion dans votre pays. Attendez, désolé, laissez-moi revenir en arrière. Craignez-vous une invasion américaine dans votre pays? Non, nous les attendons. Vous attendez que l'armée américaine envahisse avec des troupes au sol? Oui, parce que nous sommes convaincus que nous pouvons les affronter et ce serait une grande catastrophe pour eux. Donc vous dites que l'Iran est prêt et disposé à affronter l'armée américaine s'il devait y avoir des troupes au sol? Eh bien, nous étions mieux préparés pour cette guerre, pour la précédente. Voilà, Charmaine. Si la confiance n'était qu'un bluff, alors l'Iran exécuterait le plus grand bluff de toute l'histoire des guerres. Mais il semble qu'il y ait un véritable contraste entre la manière dont les États-Unis présentent la situation et la manière dont l'Iran la présente ou y réagit. Tu vois ce truc? Je veux dire, tu as vu la culture pop, les gens ont une aura, non? C'est un grand mot que la génération Z utilise, aura. J'ai l'impression que peu importe la quantité de technologie de pointe que tu mets en avant, la propagande que tu diffuses avec, tu sais, tes plus grands personnages Marvel et tout le reste, l'éclat de ces choses-là a disparu. Et tu sais, beaucoup de gens, en contraste, disaient que c'était qu'une grande vidéo de propagande. Et puis ce petit sourire en coin d'Araghchi, tu vois, et le choc de l'animateur, c'est la meilleure partie. Je veux dire, ça doit devenir un mème qui dure très, très longtemps. Chaque fois que les États-Unis parlent d'aller faire la guerre ailleurs, celui-là doit ressortir parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas. C'est comme le dit Mizrahi, le journaliste israélien que j'ai cité, tu sais, il dit « Nous sommes en train d'être témoins de l'histoire ». L'Iran, à la surprise générale, met un tel désordre dans les bases américaines, de manière si complète, si étendue et si décisive, que le monde n'est pas prêt à le voir. Cet animateur n'est pas prêt à le voir, d'accord? Donald Trump insiste, vous savez, nous avons maintenant des récits en coulisses, avant la guerre, que chaque fois que Trump était avec ses généraux et qu'il disait quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, il perdait la tête et disait « Non, donnez-moi une autre réponse ». Et voilà le résultat. Ce qu'on obtient à la fin, c'est une vieille machine de relations publiques américaine, lourde et rouillée, qui a complètement raté sa cible. Elle paraît désormais dépassée, façon baby-boomer, aux yeux de la génération Z. C'est comme « Ah, on voit bien les fissures. Vous croyez tromper qui, franchement ?» Et pendant ce temps, les Iraniens sont très subtils et vont droit au but.
Tu sais, pas de paillettes ni de mise en scène. Je veux dire, dans la guerre de propagande, eh bien d'abord, honnêtement, Dani, l'une des choses les plus choquantes à ce sujet, c'est que les États-Unis n'ont jamais agi autrement. Ils ont toujours préparé le terrain pour une guerre. Ils se sont toujours assurés que l'opinion publique était achetée, façonnée par la propagande et qu'ils avaient la majorité de la population derrière eux avant d'intervenir. Dans ce cas, ce n'était absolument pas vrai. La majorité était contre cette guerre et chaque jour, ils hésitaient sur le message. Et tu sais, tu es là, tu regardes ça. Donc je ne vois pas, je ne sais pas. Désolée. Je sais qu'il y a une deuxième et une troisième partie à ta question, mais elles m'ont échappé parce que je n'arrive pas à me sortir l'animateur de la tête. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je veux dire, les troupes américaines arrivent, bon sang. Tu vois? Oui, je veux dire, c'est un peu le boss final, pour ainsi dire. Le but ultime de toute guerre menée par les États-Unis, non? C'est tout miser, sauf des bottes sur le terrain. Des bottes sur le terrain. Et ensuite dire, ce qui est une grande crise, tu sais. Et en fait, quoi qu'on pense de lui ou de l'Iran, quand il dit que ce sera une catastrophe, ce n'est pas une opinion que seul l'Iran partage. C'est une opinion que beaucoup de membres de l'establishment américain partagent. C'est une opinion que beaucoup d'Américains partagent, vu à quel point cette guerre est impopulaire. Et cela ne veut pas dire, bien sûr, ici vous avez toute la page du CENTCOM, n'est-ce pas? Si vous allez sur le site du CENTCOM, tout ce que vous verrez, ce sont leurs frappes sur des cibles. Donc vous savez, nous ne pouvons pas vérifier la validité de tout cela. Nous savons qu'il y a aussi eu beaucoup de leurs touchés. Mais il s'agit de reconnaître que, oui, les États-Unis bombardent l'Iran et frappent, entre guillemets, des cibles. Mais Charmaine, quand nous voyons la couverture médiatique, quand nous voyons CNN en Iran dire qu'il n'y a pas de panique, cela montre un niveau de préparation, une réaction qui doit rendre les États-Unis et Israël complètement fous. C'est mauvais, sans parler de ce que l'Iran peut faire sur le plan militaire, ce qui se produit également. Je veux dire, je tiens simplement à dire que j'ai toujours pensé que si quelque chose de semblable à ce qui se passe en Asie de l'Ouest arrivait en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, les gens s'effondreraient dès le premier jour. Parce que nous avons des siècles d'invasion et d'expulsion des envahisseurs, n'est-ce pas? Nous avons chassé les croisés, nous avons chassé tout le monde. Et puis ils sont revenus sous une autre forme. La région est faible et affaiblie depuis l'époque coloniale, mais elle s'est toujours relevée. En fait, l'Asie était le centre de l'économie mondiale. Je veux dire, vous savez, l'économie mondiale, le commerce mondial, les échanges mondiaux, c'est là qu'ils sont nés. Puis, par une sorte d'aberration historique, cela est allé vers l'Ouest pendant quelques centaines d'années. Et devinez quoi? Le mouvement naturel, organique, revient là où se trouvent toutes les ressources du monde. Il y a donc une sorte de, dans l'ADN de beaucoup de gens de cette région, c'est juste, vous savez, nous devons endurer et de meilleurs jours viendront. Et puis il y a l'élément de foi en Iran, notamment le fait que, vous savez, plus de 90% des Iraniens sont des musulmans chiites qui portent en eux une forte dimension de rejet de l'injustice, ce qui est au cœur de leur système de valeurs chiites. Rejeter l'injustice, se sacrifier pour renverser ceux qui sont, vous savez, les méchants, les fauteurs de mal, n'est-ce pas? Donc, le sacrifice, le martyre, regardez comment le guide suprême de l'Iran parlait à cette époque, n'est-ce pas? Je pense que certains des discours qui ont circulé dans les médias occidentaux ont été traduits. Il disait des choses comme « Je tire mon honneur et ma dignité de vous, le peuple », ou encore « Pourquoi irais-je me cacher quelque part alors que mon peuple ne peut pas se sauver lui-même », n'est-ce pas? C'est une manière de penser complètement différente et c'est civilisationnel. Et quand les gens parlent d'un pays comme l'Iran, vieux de plus de 2500 ans,
comparé aux États-Unis vieux de 250 ans en mode, vous savez, whoop, 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 et des bottes sur le terrain et genre, vous savez, yippee-ki-yay. C'est juste, je sais pas, c'est immature, non? C'est simplement immature. C'est comme si nous avions été éblouis par les feux d'artifice de la technologie et par son éclat et par la propagande qui l'accompagne pendant si longtemps que nous y avons cru. Nous avons adhéré à tout cela, vous savez, nous avons adhéré à l'hégémonie américaine de manière massive. Mais tout se défait si vite maintenant. C'est assez stupéfiant. Et je dirais, comme la plupart des gens anti-impérialistes dans le monde, qu'il n'y a rien contre l'Amérique. C'est votre gouvernement. Je pense qu'il devient de plus en plus évident que les Américains n'ont aucun moyen de changer leur gouvernement à moins de se soulever et de mourir pour cela. D'accord? Mais nous n'avons pas non plus de moyen d'arrêter les guerres américaines à moins que des Américains ne meurent. Dans tous les cas, il faudra mourir pour mettre fin à cette calamité qui a été infligée au monde. Oui, c'est un point vraiment important, surtout à faire comprendre à ceux qui vivent aux États-Unis et qui ne soutiennent pas cela, c'est-à-dire la grande majorité. Et tu sais, je pense que nous avons Charmaine, bien sûr, et que nous pouvons en reparler encore et encore, n'est-ce pas? C'est CENSCOM. Encore une fois, je veux réitérer que c'est CENSCOM qui affirme que l'Iran a frappé toutes ses cibles et qu'un grand nombre d'entre elles ont été détruites. Ces bases ne fonctionnent plus du tout. Et nous avons aussi, ce qui me semble être un point vraiment important ici, une installation pétrolière majeure à Bahreïn, où des citoyens de Bahreïn filment et applaudissent. C'est une scène que l'on voit tout le temps, des missiles qui passent au-dessus de la Jordanie, des citoyens qui applaudissent, des gens filment comme si c'était quelque chose d'excitant à regarder, quelque chose à partager et à montrer aux autres. Et c'est ce genre d'atmosphère, je pense, qui suscite beaucoup d'inquiétude aux États-Unis. Je veux simplement montrer comment Donald Trump réagit en particulier, car il a écrit ceci. Il persiste et signe. Vous disiez être surpris de voir à quel point les États-Unis paraissent confiants. Eh bien, les publications très déséquilibrées de Donald Trump sur les réseaux sociaux appellent à une reddition inconditionnelle, affirmant que ce sera la seule occasion de conclure un accord et qu'un grand avenir attend l'Iran. Nous allons le rendre à nouveau formidable. C'est ce que nous faisons. Je pense qu'il y a ici beaucoup de gens qui essayent de se rassurer. Dans l'article du magazine Time où il a été interviewé, on lui a demandé si les Américains devaient s'inquiéter de représailles. Il a répondu « Je suppose, mais je pense qu'ils s'en inquiètent tout le temps. Nous y pensons sans cesse. Nous nous y préparons. Mais oui, nous nous attendons à certaines choses. Comme je l'ai dit, des gens vont mourir. Quand on part en guerre, des gens meurent. Mais le message Charmaine est très confus, car il y a des républicains, son propre parti, qui le contredisent sans arrêt. Lui parle de guerre, tandis que Mike Johnson, ici, ne veut pas employer ce mot. Nous venons d'avoir une série de votes importants à la Chambre. Comme vous le savez, la résolution sur les pouvoirs de guerre a échoué. C'est le bon résultat. Nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons aucune intention de l'être. Le président et le département de la Défense l'ont clairement indiqué. Le département de la Défense l'a clairement indiqué. Il s'agit d'une opération limitée dans sa portée et sa durée. C'est donc une opération limitée. Mais ensuite, Trump, de manière complètement déséquilibrée, a parlé du fait que des gens meurent à la guerre. Il parlait des Américains. C'est donc une situation très... Je pense qu'une grande crise est en train d'émerger et que beaucoup de gens n'en parlent pas. Il y a eu, je crois que c'était un ancien marine, je suis pas sûr qu'il ait été membre du Congrès, il s'est fait casser le bras. Oui, j'ai vu cette vidéo. Il portait un uniforme scolaire
Et il ne criait pas, il n'était pas hystérique. Je crois qu'un membre du Congrès lui a cassé le bras. Il disait quelque chose comme « Vous faites ça à un marine américain, vous savez ». D'accord, je vais le trouver, mais vas-y. Continue. You continue. Oui, vous savez, la guerre est imprévisible. Il y a des hauts et des bas selon le camp où l'on se trouve, n'est-ce pas? Il y a des batailles au sein des guerres, certaines que l'on perd, d'autres que l'on gagne. En ce sens, je ne vois absolument pas de victoire américaine. Je veux dire, pas du tout. Et pourquoi cela? Eh bien, ils ont tout perdu militairement dans cette région, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, d'accord? L'Iran a montré que les États-Unis ne contrôlent rien dans le Golfe Persique, que c'est l'Iran qui détermine s'il y a mouvement de navires, transport maritime ou activité économique dans le Golfe Persique ou non. C'est d'ailleurs le plus grand État riverain du Golfe Persique, ce qui signifie qu'il possède la plus longue frontière continue sur le Golfe Persique parmi tous les pays de cette zone. Ce que nous voyons, c'est Israël qui se fait marteler. Ce n'était jamais censé être une image que nous verrions. Et maintenant, Israël est frappé dans toutes ses vulnérabilités, et cela ne fera qu'empirer. Je ne vois aucun scénario de victoire pour les États-Unis, à moins que chaque parcelle de l'Iran ne soit détruite. Et en quoi cela serait-il une victoire pour les États-Unis? Mais pire encore, alors que cette guerre est menée par les Américains eux-mêmes se retournent contre leur gouvernement, pas seulement contre le gouvernement, mais contre toutes ses composantes, démocrates ou républicaines, n'est-ce pas? Cela arrive à un moment où le discours en Amérique porte sur l'élite Epstein. Oui, c'est partout. Personne. Enfin, cela ne s'est tout simplement pas arrêté. C'est le plus grand cauchemar de Trump. C'est, tu sais, le pire cauchemar de l'élite occidentale, ou de l'élite mondiale d'ailleurs. Ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre, qu'ils aient participé au viol, au cannibalisme, ou tu vois, à on ne sait quoi d'autre. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein, non? Tu n'as peut-être pas été violé par lui, ou tu ne connaissais peut-être personne qui l'ait été, mais tu savais que ça se passait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont tous complices. La pourriture vient d'en haut. Et comment un pays peut-il mener une guerre comme celle-ci alors qu'il pourrit de l'intérieur? Il a le plus grand déficit budgétaire de l'histoire mondiale, qui ne cesse de croître, n'est-ce pas? Il est divisé en deux, et les camps ne sont pas seulement républicains et démocrates. Ils sont à la fois pro-Israël et anti-Israël. Il y a tellement de choses maintenant, la couleur de ta peau, le fait d'être un vrai Américain ou non. C'est un peu comme si l'Empire était déjà pourri, et cette guerre pourrait bien être le dernier clou dans son cercueil. Alors, pour ceux qui pensent que je suis trop joyeux, eh bien, nous sommes des journalistes, d'accord? Quand tu fais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que tu ne peux pas t'empêcher de lire les nouvelles, même en temps de paix, et qu'une guerre éclate, l'adrénaline est tellement forte que tu ne peux littéralement pas dormir. Il faut parfois rire des choses, d'accord? Alors excusez-moi de ne pas être sérieux tout le temps. Je veux dire, le peuple iranien, si l'on regarde sa direction, montre bien, si l'on pense que ce n'est qu'une façade, ce que je ne crois pas. Je ne pense pas que nous voyions l'Iran recourir à des bluffs ou à des mensonges. Quand Arashi passe à la télévision, il délivre un message très particulier. Que vous choisissiez d'y croire ou non, cela vous appartient. Mais je pense que les résultats montrent exactement où se situe la panique, la frustration et l'incohérence. Je pense que c'est un point majeur. On a littéralement la même administration, le même parti politique, qui dit des choses différentes en permanence, puis publie des vidéos affirmant, dans une résolution extrêmement basse, qu'il frappe toutes sortes de cibles. Mais nous avons déjà vu, encore et encore,
à quel point l'Iran est habile. Si l'on veut reconnaître quelque chose que fait l'Iran, c'est qu'ils ont des leurres partout et qu'ils ont transformé cela en humiliation. Je veux cependant montrer cette vidéo du Marine qui a été littéralement pris à partie par un sénateur américain. C'était Ryan McGuinness, qui ne faisait que protester contre la guerre. Et voici comment il a été traité. Cela ne ressemble pas à une administration ou à un gouvernement sûr de sa position. Allons-y. Pour faire sobalader sa main. Sa main. Monsieur. Lâche sa main. Le sénateur lui a cassé la main. Un sénateur américain en exercice vient de casser la main d'un marine. Eh bien voilà. Oh, there you have it. Charming. I mean, your reaction. I mean, this is Charmant. Je veux dire, ta réaction. Voilà l'état des choses autour de cette guerre. Il n'y a pas de consensus au sein de l'establishment politique américain à ce sujet. Beaucoup essaient d'en rajouter. Bien sûr, les démocrates se montrent très inefficaces à ce propos, laissant la situation se poursuivre avec très peu de protestations. Mais en même temps, on voit qu'il y a de nombreuses failles dans tout cela, qui ne feront que s'élargir à mesure que les crises s'accumulent. Tu sais, c'est quelque chose qui pourrait surprendre les gens qui me connaissent et connaissent mes opinions politiques depuis des années, mais j'ai une vraie tendresse pour les anciens combattants, même les Américains. En fait, dans toutes les guerres, ce sont généralement de jeunes hommes et femmes qui ont soit grandi dans une culture militaire, soit se sont engagés dans leurs armées pour diverses raisons, s'ils n'ont pas été enrôlés, et qui deviennent ensuite des pions, de véritables pions, dont la vie est complètement détruite. Je dois dire que le nombre de soldats américains et israéliens qui se suicident, on ne voit pas ça en Iran. On ne voyait pas ça dans l'armée syrienne sous Bachar el-Assad. On ne voit pas ça au Hezbollah, on ne voit pas ça dans l'armée russe. On ne voit pas ça dans l'APL. Et la raison, c'est qu'ils ne mènent pas de guerre inutile. Ils mènent de vraies guerres. Vous savez, des guerres au sens ancien du terme. Les rois chevauchaient toujours vers la bataille, à la tête de leurs troupes. Le roi n'était pas protégé de la guerre, il partait au combat, et la guerre n'avait donc lieu que lorsqu'elle était nécessaire pour assurer la protection. Bien sûr, il y avait ceux qui tentaient de, comment dit-on déjà, vous savez, les guerres expansionnistes et les guerres de conquête. C'est autre chose. Dans cette région, beaucoup de guerres sont défensives, et personne ne va se sentir coupable de ce qui se passe pendant la guerre. Mais ce que ces jeunes Américains doivent vivre, ils partent dans un pays étranger, le climat est différent, tout est différent. Vous savez, ils se plaignent de ne pas avoir la bonne protection, ceci ou cela, n'est-ce pas? Malgré leur budget de plusieurs milliers de milliards de dollars. Et ce sont des pions, tu sais. Tous les présidents américains qui sanctionnent la guerre, ils ne sont pas en première ligne. Ils n'y vont jamais, sauf s'ils sont ultra protégés. D'après mon expérience, non seulement j'étais mariée à un vétéran de guerre, mais j'ai aussi réalisé des projets sur les anciens combattants à l'université. J'ai beaucoup de sympathie pour eux. Quand je vivais à Washington, D.C. pendant de nombreuses années, j'ai toujours trouvé les militaires américains bien plus sages que le secteur civil. D'accord? Parce que l'armée américaine simule toujours des scénarios. Elle se met toujours dans ces situations. Je veux dire, quand j'ai fait le modèle des Nations Unies à l'université West Point, tu vois, le sujet de West Point cette année-là, c'était la Libye. Tu vois ce que je veux dire? Ils se projettent réellement dans l'esprit de l'adversaire. Ils apprennent des choses. Ils deviennent plus humbles parce qu'ils apprennent de l'intérieur, d'accord? Ils sont censés remettre la stratégie en question. Je ne sais pas si cela existe encore dans l'armée américaine.
J'ai de la compassion pour ces personnages, tu sais. Et je pense que de plus en plus de vétérans, on n'entend pas assez la voix des vétérans, mais les vétérans sont généralement les personnes les plus anti-guerre que j'ai rencontrées aux États-Unis. Donc, je pense que voir cet homme en uniforme complet, sans crier, ni hurler, d'accord, mais avec la main brisée, c'est une véritable tragédie, à mon avis. Oui, je ne sais vraiment pas quoi dire de plus à ce sujet. J'ai trouvé cela écœurant. Je trouve le gouvernement américain écœurant. Je trouve les dirigeants américains répugnants et ignobles et les milliardaires américains répugnants et ignobles. Et quand les Américains disent « Oh, pourquoi Jack Ma a-t-il disparu? Le gouvernement chinois l'a attrapé et, genre, lui a remis les idées en place. » Tu vois? Du genre « Comment ose-t-il? Ce n'est pas libre et démocratique. » Vous passez vos journées à vous plaindre de vos milliardaires. Alors quand la Chine rappelle à ces milliardaires, « Attendez, vous n'êtes pas au-dessus de l'État, vous n'êtes pas au-dessus du bien commun et de l'intérêt collectif. » Hein? Oh là, ils auraient fait quelque chose de mal. Je pense, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de solution pour l'Amérique en ce moment. J'ai toujours soutenu, depuis presque 20 ans maintenant, que l'Amérique doit s'effondrer et renaître de ses cendres, parce qu'il n'y a pas de solution de fortune pour ce problème. Oui, eh bien, vous savez, je pense que la question est de savoir quel rôle les gens aux États-Unis vont jouer dans ce que sera, et vous savez, à quoi ressemblera ce crash et cette chute. Nous savons que le système économique finit toujours par s'effondrer. Et nous savons que cette guerre, Charmaine, nous en avons parlé ici aujourd'hui, ou du moins en grande partie. Nous savons où se trouvent les failles. Nous savons où les crises s'accumulent. Nous savons que, de l'économie au domaine militaire, en passant par le politique, les crises vont s'intensifier plus cette situation perdure. Et la question sera, comment les gens aux États-Unis vont-ils réagir à cela? The question will be, how do people in the United States react to this? And how do they, Et comment font-ils, tu vois? Exactement ça. Est-ce qu'ils s'écrasent et repartent de zéro? Bon sang, je ne suis pas, tu sais, du genre à crier « Hurrah, hurrah » à propos de l'histoire des États-Unis, de la fondation initiale, tout ça. Mais bon, même les pères fondateurs. Thomas Jefferson a dit que si le gouvernement ne travaille pas pour toi, alors il faut en avoir un nouveau. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Le gouvernement ne fonctionne pas pour les gens aux États-Unis. Bien sûr, il est redevable à toutes les forces que tu viens de mentionner. Ouais. Écoutez, tout comme nous vivons quelque chose de nouveau, prenons un pays du Sud global qui élimine les bases et les actifs militaires américains dans cette région. Nous réagissons en disant « Oh, waouh, waouh ! Vous savez, nous n'avions encore jamais vu ça. » Il y a beaucoup de choses nouvelles que nous allons devoir observer, n'est-ce pas? On nous a appris à ne pas voir. Soyons francs à ce sujet. Il n'y a rien de conspirationniste ici. Le fait est que le gouvernement américain et de nombreux gouvernements occidentaux, surtout à mesure que leurs économies ont décliné politiquement, ont cherché à contrôler et à influencer les opinions de leur population. Ils en parlent ouvertement. Ce n'est pas comme si, vous savez, la DARPA, le bras technologique du département de la Défense des États-Unis, avait développé des outils permettant aux militaires américains d'avoir 10 personnalités différentes en ligne et que ces outils étaient déployés pour influencer les perceptions sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je veux dire, ce sont des informations en libre accès. Donc je dirais que ce que les Américains nous disaient au début du printemps arabe, ils le clamaient à la une de leurs journaux, c'est que la barrière de la peur avait été brisée. Oh, regardez, en Égypte, la barrière de la peur a été brisée. En Syrie, la barrière de la peur a été brisée. En Libye, la barrière de la peur. Enfin, cela n'en finissait plus. Et en réalité, ces mots sont puissants. Ils te font réfléchir à ce que tu fais à ce moment-là, et tu te dis, c'est vrai, je n'ai plus peur maintenant, n'est-ce pas?
et un nouveau récit s'installe. Il faut chier sur ta barrière de la peur. Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tirer sur des Américains? Oui, ils le feront. Ils le feront. D'accord, et ensuite ils devront s'arrêter parce que la population américaine est la population la mieux armée du monde. D'accord, pourquoi avez-vous acheté ces choses-là? Sûrement pas pour tuer tous les orignaux d'Amérique. Il y a une raison pour laquelle vous êtes armés. Je ne sais pas comment tout cela va se passer. Je veux dire, évidemment, le Pacifique est préférable, mais je pense que vous avez le gouvernement et l'establishment américain les plus militarisés de leur histoire. Peut-être. À l'époque, c'était plus... Je ne sais pas. Et pourtant, vous avez aussi le public le plus militarisé, non? Et la seule chose qui peut changer cela, c'est la barrière de la peur en Amérique. Oui, je pense que c'est un bon moment pour conclure, Charmaine, car il va falloir beaucoup d'autres mises à jour à mesure que cette guerre se poursuit et que la trajectoire devient de plus en plus claire au fil des crises. Je veux m'assurer que tout le monde sache que je vais afficher tous les super chats et les nouveaux membres. Je vous suis vraiment reconnaissant pour tout ce soutien. Mais je veux aussi que chacun sache qu'il faut aller dans la description de la vidéo après l'émission et consulter The Cradle. Vous pouvez soutenir The Cradle via le bouton de don sur leur site web, alors n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le bouton « J'aime » en passant, et il y a aussi le lien « Merci de soutenir cette chaîne » dans la description de la vidéo. Charmine, veux-tu ajouter quelque chose avant que nous... Oui, je veux juste dire que depuis samedi, depuis le début de la guerre, la chaîne YouTube de The Cradle, une fois par jour, je crois à 20h, heure de Beyrouth, ce qui est probablement à 13h, heure des États-Unis, heure normale de l'Est, ils font un récapitulatif des événements de la journée et des développements de la guerre. Donc, pour tous ceux qui veulent plonger en profondeur dans les détails de ce qui se passe en Asie occidentale, nous vous souhaitons la bienvenue. Super. Et il y avait une question ici. Je ne sais pas si elle était censée être ironique. Les États-Unis vont-ils utiliser l'Iron Beam? Ou bien Israël va-t-il l'utiliser à la place? Je ne suis pas sûr de ce que cela veut dire. Ah, c'est une chose réelle. Oui, c'est quelque chose. On a en fait fait un article à ce sujet dans The Cradle, mais je ne m'en souviens plus très bien parce que c'était il y a quelques années avant tout ça. L'Iron Beam est censé être une sorte d'intercepteur à faisceau laser, non? Je ne crois pas qu'il ait déjà été utilisé, je pense qu'il a seulement été testé. Mais bon, on verra bien. Juste pour que tu saches, c'est bien réel. Très bien. Et il y avait une question concernant le soutien que l'Iran reçoit dans le monde. Le fait qu'une grande partie du monde semble actuellement soutenir l'Iran. Qu'est-ce qui a changé cela? Je pense que nous avons déjà bien couvert le sujet, mais si vous souhaitez ajouter un commentaire, allez-y. Jusqu'à présent, l'Iran fait tout son possible et a clairement indiqué qu'il allait s'en charger seul. Je ne sais pas, Dani, si tu as vu les publications sur les réseaux sociaux ou les articles à propos des internautes chinois qui appelaient et contactaient l'ambassade d'Iran à Pékin pour faire des dons. Et l'Iran a répondu « Merci beaucoup, braves gens, mais nous n'avons vraiment pas besoin de ce genre d'aide pour le moment. » Ils ont refusé. Je veux dire, les Russes ont déclaré, je crois que c'était le Kremlin l'autre jour ou la veille, que les Iraniens n'avaient pas encore demandé leur aide. L'Iran a des partenaires facilement accessibles dans la région. La résistance irakienne aide, mais je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit dirigé par l'Iran. L'Irak a ses propres affaires à régler avec les Américains et l'armée américaine. Oui, je dirais que c'est le cas. Et le Hezbollah savait qu'Israël allait attaquer tout le Liban. Donc cela a commencé un peu de manière organique, peut-être sans lien avec l'Iran. Donc l'Iran est déjà impliqué et le Yémen n'a même pas encore
Ansar Allah au Yémen n'a même pas encore commencé. J'ai hâte de voir ça. Je voulais en parler, et nous savons que cela arrive. Les gens sur les réseaux sociaux se demandent, si le détroit d'Ormuz est fermé, peut-on utiliser le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge pour compenser ces pertes? Oui. Et vous pouvez imaginer un point d'étranglement ici et un autre là. Je pense que le Yémen attend. Ma prédiction, c'est que le Yémen attend les effets de la capacité de l'Iran à ralentir l'activité dans le détroit d'Ormuz. Puis, lorsqu'il y aura un changement, quand ils commenceront à avoir beaucoup d'activités provenant de la région de la mer Rouge, ils frapperont. Les gens ne comprennent pas à quel point l'élément de surprise est important. Il ne s'agit pas de dire « D'accord, on va le faire maintenant », mais de le faire quand cela fera le plus mal, quand la dépendance sera la plus forte. Il ne faut pas prévenir les entreprises, les compagnies d'assurance, tous ces acteurs, en leur disant « Oui, vous allez faire ça maintenant ». Non, il faut agir quand cela fera le plus mal et que ce sera une surprise. Je pense que c'est ce qui nous attend à mesure que l'économie et la situation mondiale se détériorent. Vous savez, je veux dire, nous parlions d'Aura tout à l'heure. Je dois dire que ces 2 ans et demi derniers, le joueur doté d'Aura en Asie de l'Ouest, c'est le Yémen. Nous essayons encore de trouver une excellente phrase pour un T-shirt, parce que nous avons du merchandising à The Cradle pour cela, mais nous n'arrivons pas encore à la formuler. Nous sommes tellement, vous savez, plein d'adrénaline à ce sujet, comme je le disais plus tôt, et nous nous sommes demandé pourquoi le Yémen, que pense le Yémen. Alors nous avons décidé d'appeler quelqu'un d'Ansar Allah, un membre du bureau politique, et nous avons un article sorti hier ou aujourd'hui qui le cite. Et vous savez, comme d'habitude en temps de conflit, il est vraiment difficile d'obtenir des déclarations d'officiels. Il a dit « Nous sommes dans cette guerre, mais le moment où nous activerons notre dispositif dépendra de notre direction. » Ouais, les doigts sur la gâchette. Oui, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il s'agisse de l'Iran appelant Saralan en disant « Peux-tu nous aider avec ça ?» Ce n'est pas ainsi que l'Iran veut mener cette guerre. Pour vos téléspectateurs qui ne comprendraient pas, les opérations True Promise 1, 2 et 3 n'étaient rien pour l'Iran. L'Iran n'a cessé de dire, et il faut croire ce que dit l'Iran, « Nous nous préparons depuis 40 ans à une guerre contre les États-Unis, car ce sont eux qui ont les yeux sur nous. Nous nous préparons à une guerre contre une superpuissance. Israël n'est qu'un spectacle secondaire, n'est-ce pas? » Et maintenant, on peut voir la préparation se dérouler. Je pense que l'Iran a développé les capacités ainsi que les stratégies et tactiques asymétriques pour mener une guerre contre une superpuissance. Donc, faire ensuite appel à la Russie, à la Chine et à Dieu sait qui d'autre pour obtenir de l'aide, ce n'est pas vraiment l'image qu'il veut donner, si on peut dire les choses ainsi. Donc, beaucoup moins à observer et je suis sûre que nous couvrirons chaque rebondissement sur nos chaînes respectives. Danny, au fait, j'adore participer à ton émission. Je sais pas, j'ai juste l'impression qu'il y a une sorte de... Allons-y. Faites-moi. J'aime simplement la façon dont notre conversation se déroule. Oui, non. Enfin, tu vois, cette chaîne est vraiment dédiée à offrir une perspective que les gens ne trouvent peut-être pas et qu'ils ne trouvent certainement pas dans les médias dominants occidentaux. Mais même dans les médias alternatifs, ils ne l'aperçoivent pas forcément non plus. Tu vois? Et je n'arrête pas de le dire. Les gens m'ont dit « Charmaine, Danny, qu'avez-vous à dire pour vous défendre? » Le Hezbollah, disparu. L'Iran, tu sais, c'est l'opération Promesse véritable. Ils n'ont pas de dissuasion. Gaza, complètement, totalement un désastre. Tout ça. Et maintenant, tu vois, en ce moment, la résistance est bel et bien active partout. Et cela montre qu'il y a un adage contre lequel cette chaîne ne s'opposera jamais, parce que je pense que l'histoire confirme simplement ce fait. La résistance
la véritable résistance ne se tue pas. You don't kill actual resistance. You can there are different, it can ebb, it can flow. Cela peut refluer, cela peut affluer, cela peut connaître des revers. Mais lorsqu'il y a un moment pour frapper, comme c'est le cas de l'Iran en ce moment, vous le verrez frapper. Et vous verrez exactement ce pourquoi les gens ont passé des décennies à se battre, au prix de leur sang, de leur sueur et de leurs larmes, leur indépendance et leur souveraineté, et le système qu'ils souhaitent construire pour eux-mêmes, selon leur propre volonté. C'est, je pense, un point essentiel que personne ne saisit vraiment. Mais oui, j'essaie d'inviter des personnes qui respectent cela, qui le comprennent et qui au moins acceptent d'en discuter. Parce que bien sûr, nous savons que les médias traditionnels ne veulent pas aborder ce sujet. Non, c'est pour ça que les gens nous regardent, tu vois. Ils connaissent la vérité de tout ça. Vraiment, je suis constamment, tu sais, les gens disent, comme les politiciens qui affirment que les masses sont stupides, moi je pense que les masses perçoivent les choses bien avant les dirigeants. Honnêtement, oui. Donc oui, tant mieux pour nous, non? Pour le travail que nous faisons. Oui, sérieusement, on devrait tous se féliciter. Et bien sûr, merci à tous ceux qui regardent nos programmes. Sans plus attendre, tout le monde, on va s'arrêter ici. Cliquez sur le bouton « J'aime » avant de partir. The Cradle est dans la description de la vidéo. Allez y jeter un œil après avoir cliqué sur « J'aime ». Et bien sûr, tous les liens pour soutenir cette émission s'y trouvent aussi. Merci à tous ceux qui ont regardé, envoyé un super chat et à ceux qui ne l'ont pas fait. On vous apprécie aussi. À la prochaine, je vous retrouve demain à 13h, heure de la côte Est, le 7 mars, avec Stanislav Kropivnik, qui donnera une nouvelle mise à jour militaire sur ce qui s'est passé pendant la nuit. Très bien tout le monde, à la prochaine mise à jour. Au revoir. All right, everybody. Catch you on the next update. Bye-bye.